Une fois n'est pas coutume, à Podcast Science, on aime bien inviter les autrices et des auteurs qui mettent leur pierre à l'édifice de la vulgarisation scientifique en écrivant des livres. Et puisque, pour bien comprendre une notion, rien ne vaut une illustration, quitte à utiliser le format papier, quel meilleur support que la bande dessinée ? C'est le défi que s'est lancé Pierre Kerner avec l'Odyssée évolutive, accompagné par l'illustrateur Max Sandon, qui paraît aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies. Nous sommes le mercredi 26 octobre 2022, vous écoutez l'épisode 479 de Podcast Science, bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Eléa au micro de Podcast Science ce soir qui fera la maîtresse de cérémonie de l'épisode. Et chose exceptionnelle et rare, aujourd'hui nous sommes majoritairement en table physique depuis l'appartement de Johan à Paris. Pour un épisode non moins exceptionnel puisque nous fêtons la sortie du dernier petit bébé de Pierre Kerner. Donc autour de la table nous avons Pierre Kerner. Bonsoir tout le monde. Nous avons Alix, l'éditrice de l'ouvrage. Salut tout le monde. Nous avons Claire qui fait son grand retour aujourd'hui. Coucou. Nous avons Johan qui a la gentillesse de nous accueillir. Salut à tous. Pascal, toujours fidèle au poste depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Cléora, depuis toujours Perduville en Normandie. Salut à tous. Et Alexa, à l'autre bout du globe, à Los Angeles. Salut tout le monde. Donc ce soir, on parle de la nouvelle BD de Pierre Kerner, qui s'appelle l'Odyssée évolutive, et son éditrice, Alix, dont je vous parlais, pour nous parler de leur toute dernière production. Une bande dessinée de vulgarisation aux éditions Octopus. Ça méritait bien un épisode de Podcast Science, parce que je peux vous assurer que c'est une petite pépite de vulgarisation, et que le résultat visuel est en plus splendide, même si vous ne l'avez pas sous les yeux. Et en plus d'être écrit par Pierre, Alexa a d'ailleurs mis la main à la pâte pour l'écriture, et on y reviendra tout à l'heure. Du coup, Pierre, l'Evo-Devo, c'est ton sujet de recherche. Tu nous en as déjà beaucoup parlé, notamment dans l'épisode 299 et l'épisode 305. Ça suffisait pas. Et ça ne suffisait pas, ça ne suffit jamais. Et dans cette BD, en fait, tu as choisi d'utiliser un angle d'approche totalement différent, celui de la métaphore des fils du destin, de la mythologie. Alors, première question. Comment es-tu arrivé sur ce concept et pourquoi la mythologie grecque ? Est-ce que c'était une passion personnelle ? Alors non, pas du tout. À vrai dire, quand j'ai contacté Alix, moi j'avais quelque chose de beaucoup plus simple comme projet. C'était vraiment de parler de l'Evo-Devo, point, barre, voilà. C'est mon sujet, donc allons-y, bille en tête. Et j'allais raconter un peu mode... un professeur qui arrive et qui raconte ce que c'est que l'Evo-Devo. Et donc Alix va tout de suite arrêter en disant non, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une BD, il faut que ce soit narratif, il faut trouver une astuce narrative. Et donc j'ai essayé de chercher un moyen de rendre ça intéressant, et en fait c'est vraiment tous les allers-retours entre Alix, Max l'illustrateur, et moi qui a amené à ce que progressivement on arrive à tout d'abord une métaphore, qui était un tout petit peu autour de l'ADN, le fil, le destin, etc. Puis après des protagonistes. Au début, ça devait être Athéna, qui était le personnage principal et dont on suivait les aventures pour justement, avec cette idée, je sais pas, j'arrive même pas à retracer exactement comment on en arrivait à sélectionner la mythologie grecque. Je sais pas si, mais Alix, t'as retenu. Je ne me souviens pas, non, pour être honnête, non. Donc voilà, non, voilà. Mais justement, c'est ça qui est intéressant dans cette entreprise. Je pense que c'est vraiment, c'est tellement un travail de groupe, de collectif entre nous trois, que ça a mené à ce que on fasse un travail collaboratif pour pouvoir peaufiner une histoire. Et donc la mythologie est arrivée, on ne sait pas comment. Les personnages ont changé. Au début, c'était censé être Athéna, et puis après, ça a changé pour les 3 mois. Et au final, ça a vraiment complètement bouleversé la lorgnette par laquelle on allait aborder l'Evo-Devo. Et moi, j'aime bien écrire avec des contraintes. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'arriver à la fois générer de la créativité et peut-être attirer un public qui est pas comme ça, paf pouf, attiré par l'Evo-Devo. Je ne sais pas qui c'est, puisque l'Evo-Devo, c'est passionnant de base, mais voilà. Alors, est-ce que tu peux juste rappeler pour les auditeurs qui n'ont pas encore vu les autres épisodes, en un mot, qu'est-ce que l'Evo-Devo ? Alors, en un mot, c'est Evo-Devo.
mais en plusieurs mots, en une phrase, c'est la génétique évolutive du développement, c'est-à-dire comprendre à travers des gènes impliqués au cours de l'embryogénèse comment l'évolution morphologique se met en place. Donc comment, quand on compare un insecte à une plante, etc., les mouvements qui se font au cours de l'embryogénèse génèrent des morphologies différentes et, bien entendu, puisque c'est contrôlé par des gènes, comment ces gènes sont impliqués pour que, au fur et à mesure des générations, on arrive à des morphologies drastiquement différentes. Donc c'est ça les Vaudévots. Du coup, sans vouloir vous gâcher le scénario à vous, auditeurs, en gros, les 3 moires, qui sont des personnages de la mythologie, doivent œuvrer pour fabriquer Ulysse, le célèbre héros de l'Odyssée d'Homère. Et donc, elles vont explorer les méandres de l'évolution pour retrouver les gènes de développement qui permettront au jeune Ulysse de naître avec le bon plan d'organisation. À titre personnel, j'ai trouvé ça hyper original et hyper beau de faire le parallèle entre la mythologie grecque et la génétique, puisque dans les 2 cas, on parle un peu de patrimoine qui se transmet de génération en génération. Et au-delà de l'adéquation entre la métaphore du fil et la continuité du développement, je trouvais ça assez pertinent. Est-ce que vous aviez des influences préalables ou des références d'autres ouvrages qui utilisent un peu ce double traitement du sujet, histoire-science, science-histoire Non, enfin, moi j'avais déjà fait un livre qui s'appelle Moi Parasite, dans lequel je prenais la voix des parasites pour pouvoir expliquer le parasitisme. Donc j'aime beaucoup ces contraintes qui permettent justement d'apporter un autre discours sur un sujet pour lequel généralement le lecteur pense savoir ou sait des choses. Donc ça j'ai un peu l'impression que c'est ce que je fais régulièrement en vulgarisation, de prendre une autre perspective. Mais pour les influences vis-à-vis des moires, etc., moi je connaissais... j'apprécie beaucoup... l'Odyssée et notamment d'autres choses de la mythologie, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup, notamment les métaphores d'Ovide. Ça, c'est autre chose, mais c'est moi je trouve, à chaque fois que je lis ces récits-là, que ce soit l'Iliade ou je trouve ça vraiment très 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 moderne. Je me suis toujours imaginé par exemple que si on adaptait les métamorphoses d'Ovide, ça ferait un magnifique Tarantino. Parce que c'est d'une violence absolue, c'est gore à soi, et donc d'essayer d'un petit peu dévoyer ces textes vraiment classiques, antiques, pour pouvoir expliquer des choses très 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 modernes. Je trouve que c'est prolifique en termes de créativité. Donc c'est vraiment ça qui me plaisait dans ce projet. Après, de savoir si ça aide à la clarification ou pas, je pense qu'on se pose plus la question à partir du moment où c'est lancé. On a une métaphore, on est là, ouais, le fil, ça ressemble à l'ADN, ça ressemble au cordon ombilical. Allez, paf, on y va. Après, ça va se dénouer après. En tout cas, ça marche assez bien. Je sais pas, Alix, si tu veux... Oui, moi je suis d'accord. J'étais hyper contente qu'ils arrivent à trouver justement ce vrai fil narratif fort. Parce que dans les Octopus, c'est pas tout, le fil narratif est important, fictionnel est important, il est pas toujours aussi fort, il est différent selon les titres, et chaque auteur, autrice arrive après s'empare de son choix, voilà, et déroule. Et je trouve que en plus la mythologie allait très bien avec l'univers graphique de Max, et je trouve qu'ils ont, moi je suis super contente parce qu'ils ont réussi à vraiment trouver quelque chose qui marche hyper bien, qui est graphiquement assez fort et assez imaginatif, et qui marche avec les Vaudévots et avec le sujet. Donc c'était assez parfait pour comme parallèle et comme métaphore à faire. Du coup, si on remonte un peu le fil de l'histoire de la jeunesse de ce projet, comment ça s'est passé en fait ? Est-ce que c'est Alix qui t'a contacté ? Est-ce que c'est toi qui as démarché des gens pour faire éditer ce projet ? Comment vous avez trouvé l'illustrateur, Max ? Et comment est-ce que ce projet a démarré finalement ? C'est un projet de très très longue haleine. Parce que je connais Boulet depuis assez longtemps, et on se connaissait par blog interposé il y a longtemps, quand les blogs c'était à la mode. Et du coup, assez régulièrement, on se parlait sur Twitter, et on a réussi à se voir quand j'étais à New York, et puis après quand je suis revenu à Paris, il a visité mon laboratoire, et donc on avait des discussions comme ça de projets. Et moi, ça
vraiment, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup de faire de la BD. Et un jour, je lui ai dit, est-ce que je pourrais te proposer un sujet de BD, sachant qu'il venait de créer sa collection Octopus. Donc il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et là où ça bloquait, c'était systématiquement le choix de l'illustrateur. Notamment, j'avais une suggestion, Adrien Demilly, qui avait participé au projet de Moi Parasite, mais qui n'est pas illustrateur professionnel. Et donc, pendant longtemps, c'était vraiment cette chose-là qui bloquait. Et moi, à l'époque, je ne pouvais pas envisager de faire une BD sans Adrien sur les thématiques qu'on abordait. Et puis, au fur et à mesure, on a, avec Adrien, développé plusieurs projets ensemble. Et à terme, lui s'est consacré à sa famille. Et donc, je lui ai demandé au bout d'un moment, il fait, mais bon, si tu te consacres à ta famille, est-ce que ça va être compatible avec la possibilité de faire d'autres projets, dont notamment cette BD? Il fait, ouais, moyen. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai recontacté Boulet, qui me fait, écoute, ça tombe bien, parce que moi, j'abandonne Octopus. Donc, je te mettrai en relation avec Alix. Et c'est là où on a commencé à discuter. Donc, j'arrivais avec mes anciens sujets, qui étaient l'évolution, le développement, et la possibilité de développer des projets à travers ça. Et du coup, là, la perspective, c'était de trouver un illustrateur ou une illustratrice qui pourrait convenir. Tu as fait des propositions, j'en ai fait aussi. Et on est tombé après sur le travail de Max. C'est souvent, faut savoir que dans Octopus, c'est souvent, il y a pas mal de manières différentes, mais souvent les projets arrivent plutôt par les scientifiques en fait. Okay. Et après, c'est à moi, à eux, à nous ensemble en fait de trouver un dessinateur, une dessinatrice intéressée par le sujet et qui voilà, avec qui ça matchera pour faire le projet. C'est plus rare, c'est arrivé 2 fois dans la collection que ça soit des autrices, en l'occurrence complètes, il y a Laure Garancher qui a suivi une mission au CNRS en Amazonie, une mission en Amazonie qu'elle raconte dans sa bande dessinée. Et il y a Janine aussi qui est elle est enseignante en philosophie et elle dessinait aussi sur un blog et elle a fait une bande dessinée du coup toute seule sur le qui s'appelle Balade en philosophie. Héloïse Chochois aussi pour Héloïse Chochois, oui, elle avait fait la Fabrique des corps effectivement, autant pour moi. Ouais. Après elle a bossé avec des scientifiques et voilà, mais effectivement c'est le cas aussi, donc voilà. Et là souvent effectivement c'est plutôt les scientifiques, les instituts qui viennent vers moi et avec qui on essaie de monter le projet. Du coup, vous ne connaissiez pas du tout Max à la base, vous êtes juste tombé sur son travail en disant ça collerait bien. Moi, je connaissais son travail, je l'avais déjà rencontré, on avait déjà discuté justement de faire un Octopus, Voilà, mais on était parti sur un sujet, puis finalement, elle a laissé tomber. Et voilà, et finalement, je lui ai parlé de ça parce que je trouvais que son univers, vu ce que me racontait Pierre, collait vraiment bien. Donc, et puis bon, heureusement, ça a matché. Ouais, pas très bien. C'est marrant parce que au bout de 2-3 échanges, donc j'ai jamais vu Max, personnellement. On a travaillé pendant 2 ans uniquement sur Zoom et les premiers échanges, c'était direct, me parlait qu'elle aimait bien la biologie même si elle n'en avait pas fait et j'ai commencé à parler un tout petit peu de ça. Donc il devait y avoir déjà l'idée de la mythologie parce que le premier dessin qu'elle a fait c'était Athéna. Et alors moi la baffe, déjà j'avais pris une baffe en découvrant son compte Instagram et tout ça. Je disais ouais, c'est un truc de malade quoi, son style, j'aime beaucoup parce que ça mélange à la fois quelque chose de la beauté brute très esthétique et des images parfois un peu hardcore. Bon après j'ai découvert le personnage, donc il y a beaucoup de heavy metal et de death metal dans ces playlists, donc je comprenais après l'esthétique que je voyais, mais c'est vraiment cool quoi. Et quand il a fait cette Athéna, j'étais subjugué quoi. Okay. Vraiment. Coup de cœur quoi. Ouais. Du coup, question aussi sur le process. Toi, t'as déjà écrit un livre, t'as écrit Moi Parasite, t'as contribué à Nature Secrète avec Patrick Beau. Je me pose la question, là, c'était ta première BD. En quoi ce travail-là de création de BD était différent de l'écriture d'un livre ? Alors là, moi, grosse baffe. Littéralement, donc pour pouvoir faire une BD, il faut commencer par faire un dossier. Et donc, on avait décidé de faire un dossier en prenant vraiment le milieu du livre, vraiment un truc qui allait arriver même pratiquement au chapitre 4 assez tardivement
Et il faut donc c'est vraiment un script. Ça me parle beaucoup parce que j'ai toujours rêvé de faire du cinéma, et donc ça fait vraiment storyboard. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. On génère un storyboard et je dois décrire dans toute la case exactement en détail tout ce qu'il faut qui se passe, la position des bras, etc. Et c'est ardu parce que très très rapidement, quand on essaie aussi d'expliquer de la science en même temps, ça mélange à la fois vraiment la narration, et il faut être limpide sur les explications scientifiques pour que l'illustrateur comprenne du premier coup, ce qui n'arrive jamais, ce dont il est question d'un point de vue scientifique, quoi. Ouais. Donc gros challenge. Ouais. C'était ma question suivante. Est-ce que du coup l'illustrateur avait lui-même des connaissances sur la thématique, et comment ça se passait les échanges pour aboutir à la création de chaque dessin? Parce que entre la BD narrative de l'histoire qui se déroule et l'illustration scientifique qui est un peu détaillée, j'imagine que c'était pas toujours facile de choisir les informations à représenter, la façon de faire, etc. Ouais, là il a fallu vraiment beaucoup travailler sur. Alors il y a des planches où ça se passe très très bien parce que c'est uniquement narratif. Là c'était les vacances pour nous, mais il y a énormément de planches où il faut fournir en fait de la documentation. Donc l'essentiel de ce que je faisais, c'était fournir de la documentation, et très très rapidement on s'est aperçu aussi que la simple documentation comme ça de figures tirées d'un article dans lequel les légendes sont en anglais, ça pouvait pas suffire. Donc il fallait que moi j'extrais les images de ces articles scientifiques, que je purge toutes les légendes, que je les remplace par des choses en français, et si je voulais que des détails ne soient pas présents, il fallait que je les gomme moi-même sur Photoshop, avec mes compétences de merde, mais il fallait vraiment faire un travail pour que exactement ce qui se passe soit bien. Et je crois que le pire, c'est il y a certaines doubles planches dans lesquelles il faut représenter des embryons, là on a généré des images qui n'existent nulle part. J'ai jamais vu dans aucun livre des embryons tels qu'on les a représentés, parce que moi je voulais pas qu'il y ait des détails comme la cavité amniotique, des choses qui nuisent à la compréhension de l'embryon en train de se faire. Et donc là, il fallait que non seulement je fournisse une illustration, mais qu'en plus, je décrive à Max précisément ce que je voulais. Genre, là, je t'ai fourni une illustration, mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'après, tu fasses une tranche dans l'illustration. Et donc, on passait des temps. Donc, souvent, c'était à base de légumes ou de madeleine. Sur Zoom, je montrais exactement ce que je voulais, je décrivais, et après je mangeais la madeleine et je comprenais à peu près ce que je voulais faire. Mais c'était vraiment, il fallait vraiment aller dans le détail. Parfois c'était avec de la pâte à modeler, je faisais et donc quand en plus on travaille sur Zoom, c'est une horreur de se retrouver à devoir expliquer dans tous les détails exactement ce qu'on veut obtenir, quoi. J'imagine que c'est ça qui prend le plus de temps, au-delà même du concept et au-delà de... Oui, c'était ces planches-là qui étaient les plus ardues. Après, il y avait d'autres étapes où, au contraire, moi, il fallait que je fasse beaucoup de recherches, ou Max qui se prenait la tête sur une manière de faire une planche qui soit vraiment parfaitement esthétique. Donc, chacun avait ses zones dans lesquelles on travaillait. Mais celle où on était vraiment en pure collaboration, c'était vraiment les planches explicatives embryologiques qui étaient le plus dur à faire. Et encore, vous avez une collaboration vraiment hyper, je sais pas, égalitaire, mais en tout cas qui était hyper, très parallèle et très, parce que c'est pas toujours le cas en fait. Il y a tous les scénaristes ont pas toujours l'appétence non plus, les scientifiques. Il y en a qui, je ne donnerai aucun nom. Non, mais il y en a qui, vont être plus dans un simple déroulé. Ils vont, Pierre a vraiment fait l'effort de faire un case à case, et c'est rare. Honnêtement, c'est hyper rare de voir des scientifiques qui n'ont pas de connaissance du scénario BD, qui essayent de faire ce travail-là. On avait le choix. On m'a pas dit qu'on va. Donc non, c'était hyper chouette du coup de les voir bosser, parce que je sais très bien le boulot que ça représentait pour tous les deux, mais du coup c'est vrai qu'il y a eu un vrai engagement de la part de Pierre, malgré son boulot énorme.
Non, mais voilà, à s'impliquer vraiment et à tout expliquer et trouver des moyens pour expliquer à Max comment représenter aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont pu l'avoir entre les mains autour de la table, mais enfin, je sais pas ce que vous Oui, avez... je l'ai acheté tout à l'heure, mais je l'ai pas encore lu. Ah, si vous ne l'avez ne serait-ce qu'ouvert à n'importe quelle page, en fait, c'est tout de suite la chose qu'on remarque, c'est la qualité et l'esthétique des dessins et leur qualité pédagogique. Enfin, c'est vraiment un travail qui, quand on creuse un peu, on se rend compte du temps qui a été investi dedans et ça marche vraiment formidablement bien, quoi. Donc, moi, pour avoir du coup découvert la BD au stade assez avancé, pas avancé justement, au stade assez précoce, moi, ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite quand j'ai rejoint le projet, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, c'est vraiment que ça se déroulait super bien et la beauté des dessins qui marchait vraiment bien avec justement le côté scientifique. Et je me rappelle que dès le départ, ça m'a vraiment impressionné, même sur les storyboards, parce que c'est vraiment dur à faire, quoi. Et en fait, réussir à faire passer des informations scientifiques exactes, qu'elles soient jolies, c'est pas forcément toujours facile. Moi, c'est vraiment, je pense, la première impression que j'avais eue en découvrant le projet. Ouais, et alors, autre détail, mais avant même de commencer ce projet BD, en fait, quels étaient déjà les avantages et les contraintes que tu voyais à ce format-là, et pourquoi tu voulais partir sur ce format-là en particulier, Pierre ? La BD ? Ouais. Je suis fan absolu. Moi, j'adore la BD. C'est un peu un rêve que je fais. Je dévore la BD depuis que je suis jeune. Donc, la possibilité de... À vrai dire... Je n'envisageais pas de faire de la BD tout court, tu vois, vraiment de la narration. Quand j'ai su qu'il y avait une collection qui s'attachait à expliquer la science, ça m'a un peu évoqué une partie des illustrations que je connaissais en termes de BD dans Science et Vie Junior, des trucs comme ça, où tu avais des 4 pages qui t'expliquaient la vie, des trucs vraiment stimulants. Moi, je sais que ça a stimulé mon imaginaire scientifique. Il y a les dessins animés bien sûr, mais il y a aussi une esthétique BD qui m'a beaucoup plu. Donc ouais, voilà, la raison pour laquelle je voulais me lancer, c'est que c'était un peu un rêve qui se réalisait. Et du coup, comme c'est un format qui est très permissif en termes de visuel, mais aussi très contraignant en termes de texte et d'explication, comment est-ce que vous avez fonctionné justement pour la création de ces textes ? Parce que c'est pas évident de jongler entre la longueur des explications scientifiques, les phrases utilisées par les personnages pour faire avancer l'intrigue. Donc, comment vous avez trouvé cet équilibre-là Ils ont beaucoup sabré dans le texte. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que Max a un style très chronophage. Et donc, une des contraintes qu'il a imposées directement, c'est de faire en 100 planches maximum, avec quelques planches supplémentaires pour pouvoir apporter des explications. Et donc, très très rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tout expliquer. Et au fur et à mesure, s'est imposé la possibilité de rajouter des pages explicatives qui ouvrent chacun des chapitres, dans lequel on peut contextualiser la narration pour lequel certains sujets sont juste à peine évoqués, quoi. C'est peut-être, je sais pas moi, 2 ou 3 mots dans une bulle qui va évoquer un sujet qui est exposé dans la partie avant-propos, ouverture du chapitre 1, 2 ou 3, et qui après est référencé dans la partie bibliographie. Donc c'était vraiment ça le contrat de départ. C'était la possibilité d'avoir des explications qui soient diluées en plusieurs parties. Mais ouais, la plupart du temps, moi je faisais des phrases qui faisaient à peu près 3 km de long. Mais ce qui est normal. Hein. Ce qui est super normal. Tous les chercheurs universitaires, quels qu'ils soient, qui ne viennent pas, enfin en tout cas les personnes qui ne viennent pas en général du pur scénario BD, font des choses trop longues, et après c'est juste une histoire de couper. En fait, en bande dessinée, 2 lignes Word, ça peut faire 3 pages, quoi. Donc
voilà, à partir de là, il faut tout le temps essayer de trouver un mot. C'est pas juste en BD, les scénaristes, ils mettent pas juste des phrases dans une bulle, quoi. Donc, il faut vraiment essayer de. Et parfois, on affine en s'aidant du dessin aussi, parce que le dessin vient faire comprendre quelque chose au lecteur. Il y a pas, on n'est pas juste là à illustrer un texte, en fait. C'est pas juste de l'illustration de texte, donc. Il y a la complémentarité des deux, et après souvent on affine juste en changeant 3 mots pour en faire devenir un. Voilà, c'est aussi des façons comme ça de pouvoir rentrer dans les. Et j'ai énormément appris d'Alix. Justement, au premier chapitre. C'est gentil. mais vraiment, dès l'introduction au premier chapitre, les relectures d'Alix d'un point de vue éditorial sur l'économie de mots. J'ai l'impression que c'était des haïkus à la fin, c'était en 3 mots. Ah bah oui, bah voilà, ça y est, c'est bon. Ça veut dire ce que je voulais dire. Moi, j'avais mis 3 phrases, mais d'accord, ok, donc on peut faire ça. Et c'est vraiment très très intéressant. Je pense que ça va m'aider dans la vie de tous les jours pour pouvoir faire vraiment des phrases pas comme maintenant, efficaces et courtes. Oui, donc pour ceux qui ne l'ont pas entre les mains, il y a effectivement des petits textes proposés entre chaque chapitre qui font le point en une page sur un des concepts scientifiques qui j'imagine était un moyen de donner des clés de compréhension au lecteur sans rallonger trop la BD. Et Cléora, toi qui l'as eu entre les mains aussi, tu avais une question, je crois. Ouais, parce que tu disais, Pierre, que vous avez rajouté des petites parties plus explicatives en début de chapitre. C'était voulu que ça soit en début de chapitre et pas en fin de chapitre? Ouais. Alors ça, c'était à l'issue de la rédaction. On était déjà au 3e chapitre à ce moment-là, et j'ai fait lire à ma belle famille, que je remercie, donc Delphine, Bernard, qui se sont coltinés les textes un peu 3 ou 4 fois, hein, donc merci à eux. Et dès le début, déjà, il y avait un problème, c'est que Delphine, ma belle-sœur, elle connaissait pas les moires. Et donc, sans avant-propos, sans contextualiser, elle avait du mal à comprendre qui étaient les protagonistes, etc. Et bon, il y a une bulle qui explique à peu près au tout début qui sont les moires, mais ça suffisait pas. Et d'où l'idée, en fait, de véritablement contextualiser ce qu'on allait commencer à comprendre d'un point de vue purement narratif dans la BD. Après, ce sont des textes qui sont vraiment... c'est des gros blocs de texte, hein, etc. Donc je m'imagine bien que tous les lecteurs et les lectrices ne vont pas se les coltiner dès le début, et je pense que la lecture peut se faire sans ça, mais c'est aussi un moyen de revenir derrière. Si on n'a pas compris, hop, on revient sur l'avant-propos et on se recontextualise un tout petit peu ce qu'on a découvert. Donc moi j'ai un exemple comme ça, c'est les BD Watchmen. Il y avait toujours un truc au début et à la fin du texte, des énormes pavés, et moi je les lisais jamais. Et au bout d'un moment, je m'apercevais, mais j'ai pas très très bien compris, donc je retournais et je les lisais, et ça contextualisait ma lecture. Donc, je me suis un petit peu inspiré de ça pour faire ces gros pavés de texte au début de chapitre. Comme dans les Edgar P. Jacobs, là, à chaque fois dans Blake et Mortimer, t'as aussi des tartines et des tartines de texte, et en fait, tu les lis enfant, tu sautes tout le texte, et puis tu les relis adulte, et tu les relis de façon différente. Ah ouais, c'est clair. Non, mais bon, c'est une bonne question, Cléora. Pourquoi au début ? Vraiment parce que pour moi, c'est la teinte, c'est la contextualisation qui permet ensuite vraiment d'imbiber, de s'imbiber efficacement de toute la science qui va être instillée dans le chapitre, quoi. C'est l'objectif, c'est là où on va dans le chapitre, quoi. À chaque fois. C'est ce qui est une bonne astuce qui, je trouve, fonctionne plutôt bien, et enfin, je salue le travail de résumé de ces concepts à chaque fois, parce que c'est vraiment impressionnant. Ça me rappelle un petit peu dans la BD d'Héloïse Chochois et de Fibre Tigre, il y avait aussi cette partie un peu narrative, et puis il y avait toujours entre les chapitres, il y avait un bloc un peu plus ardu en mode c'est sympa, mais du coup on va aller un petit peu plus loin. C'est ce que j'ai cité pour valider cette possibilité. J'ai dit, mais attention, dans la collection Octopus, il y a un précédent. On va reparler un peu des éditions tout à l'heure, mais un exercice qui est particulier, je pense, à la rédaction de contenu de vulgarisation scientifique et qui est directement hérité de pratiques de la science en elle-même, c'est beaucoup la relecture et la validation, entre guillemets, par d'autres gens pour vérifier qu'on n'a pas trop simplifié, qu'on n'a pas raconté n'importe quoi, qu'on est d'accord sur les concepts. Et du coup, comment vous êtes organisé pour cet ouvrage, particulièrement pour les relectures et les ping-pong successifs ? Je crois que
Alexa, tu as mis la main à la pâte de cette relecture. Comment ça s'est passé ? Pierre, tu veux commencer ou moi ensuite ? Je peux commencer en disant que pour moi, la relecture, c'est quelque chose qui devrait être, qui est fondamental à la vulgarisation scientifique. Et d'ailleurs, je suis en train de rédiger un projet de recherche pour pouvoir justement essayer de pérenniser ces relectures dans tout ce qui est médiation et vulgarisation scientifique. Et ça m'est venu tout à fait naturellement au moment où j'ai proposé le projet de dire c'est de la vulgarisation scientifique, il faut qu'il y ait une relecture. Et j'ai une suggestion de quelqu'un. Oh, tiens, elle travaille au même podcast que moi. Et moi, Parasite a été relu justement chez Belin. Belin n'avait pas prévu de budget pour faire ça. Et du coup, j'ai dû solliciter Big Bang Science Communication, donc la boîte de Alan et Karim Madjer, qui ont financé la relecture. Donc là, je dois féliciter quand même Delcourt d'avoir pris en charge cette relecture en estimant que c'était nécessaire. C'est vrai qu'on essaye toujours effectivement de faire relire à des experts, des scientifiques en plus. Moi, je suis passionnée de sciences, je suis très curieuse, etc. Après, je peux aller vérifier quelques infos sur Internet, mais je pourrais pas vérifier. Il y a des chiffres, il y a des choses que je pourrais absolument pas vérifier. Donc effectivement. Moi, ça me semble hyper important et récemment, je ne sais plus qui, mais m'a dit que c'était un prix où il y avait un octopus qui était sélectionné, l'esprit critique, et où en fait, en discutant avec les membres du jury, je me rendais compte à quel point ils faisaient attention, mais ce qui me paraît normal, aux fautes scientifiques en fait dans les livres de vulgarisation. Voilà, donc effectivement, je n'étais pas forcément à convaincre pour débloquer un budget, mais oui, je pense que c'est hyper important. Moi, je suffis pas du tout, ou un correcteur même ne suffit pas à vérifier les infos quoi. Donc c'est d'autant plus important que ça touche un public qui parfois va rentrer en contact pour la première fois avec les sciences en général via ce média-là, la BD. Donc j'imagine que quand on est enfant et qu'on tombe sur la première fois sur un concept, s'il est faux, déjà on part sur de mauvaises bases. Donc c'est quand même un travail assez important. En fait, moi je trouve que ce qui est encore plus important, donc du coup dans ma contribution ici, c'est que je pense que un chercheur du domaine apporte aussi quelque chose de par son expérience qui est très importante, parce que quand on fait de la vulgarisation comme ça sur un sujet tel que les veaux des chevaux, qui ont une science assez récente finalement, puisque ça a une 40aine d'années, pas plus, c'est important d'avoir ce recul aussi sur les choses qui sont passées, sur les idées parfois qu'on retrouve dans certains manuels qui sont datés maintenant, et donc il faut réactualiser parce que la recherche va souvent plus vite que ce qui sort dans le grand public. Donc je pense que c'est vraiment important, et c'est quelque chose qui avait été remis en place aussi pour quand il y a eu l'initiative Kesa Covid, qui a été portée par Tania Louis et d'autres personnes, qui a été vraiment d'informer sur le Covid tout au début de l'épidémie, qui était ces relectures. Et je pense que vraiment c'est pour moi vraiment la chose très très importante d'une relecture, c'est effectivement l'exactitude scientifique, mais aussi le recul que va avoir la personne sur un domaine. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut trouver lorsqu'on fait juste des recherches sur un papier scientifique, par exemple. Il y a un papier scientifique qui sort, est-ce que ce papier est accepté par la communauté? Est-ce que cette nouvelle dernière découverte qu'on trouve, est-ce qu'elle s'intègre vraiment dans l'histoire d'une discipline ou non? Et pour moi, j'ai vraiment aussi abordé ce travail de relecture comme ça, et aussi après évidemment vérifier l'exactitude à la fois des planches et des dessins, et puis aussi des textes, et aussi de savoir à quel point le domaine, cette partie de l'Evo-Devo qui était mise en avant, qui est ici donc la génétique évolutive du développement, l'Evo-Devo c'est même encore plus large que ça, à quel point on avait suffisamment de contexte, mais pas trop, pour garder un message juste et qui colle bien à la narration. Grosse sueur froide. Hein. Ouais. Donc c'est un travail qui pour moi est différent. Qu'est-ce que tu dis, Pierre ? Là, je disais grosse sueur froide pour certains passages où
Ah ouais, où il fallait être un tout petit peu affirmatif parce qu'a priori les moires savent ce qu'elles font, elles regardent les fils du destin, donc elles devraient voir la vérité vraie, et alors que le consensus scientifique est pas du tout d'accord sur ce qui est censé se voir. C'est chaud. Et la vulgarisation, c'est aussi un peu ça. Parfois, malheureusement, quand on veut vulgariser un sujet qui est très très touffu et complexe, il y a des choix à faire, mais il faut toujours qu'il reste juste. Et surtout sur une BD où il y a peu de mots, j'ai trouvé que c'était un exercice qui était très très intéressant et qui en même temps était difficile et bon, avec les dessins, oui, il y a eu certains dessins aussi des hélices d'ADN qui étaient pas nécessairement dans le bon sens, des choses comme ça où on s'en rend même plus compte forcément parce qu'on a tellement l'habitude de voir ça et où après Pierre était là mais et donc il y a eu pas mal d'allers-retours comme ça sur des petites choses que j'ai trouvé personnellement très riches quoi, mais qui était nécessaire, ouais. Maintenant, on sait tous dessiner une hélice d'ADN. Une double hélice d'ADN. Dans le bon sens, et moi, j'aurais appris. Et alors, dis-nous tout, en backstage, secret des coulisses, est-ce que tu as beaucoup corrigé Pierre Kerner sur... J'ai entièrement corrigé Pierre Kerner, non, je déconne. Non, elle a écrit en fait le texte de la BD, c'est ce que te dit pas Alexa. Non, pas du tout. Au contraire, non, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est aussi de me rendre compte que, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur certains points de vue, on n'avait pas forcément le même background nécessairement sur certains sujets. Et non, après c'était des corrections surtout. Après des fois des petits raccourcis sur certaines choses, ou alors juste j'ai en tête par exemple à un moment donné Pierre a parlé des dents, des plumes, des poils, etc., qui est vraiment un de mes sujets. Oui, je travaille aussi sur les poils, surtout sur les dents, et où typiquement Pierre avait pris une illustration qui est communément admise partout dans la communauté, mais qui en fait est pas forcément la meilleure pour l'illustrer telle qu'elle est illustrée dans la BD. Et ça, c'est typiquement un petit truc qui est pas, c'est pas une correction majeure, quoi. Mais si on veut être exact scientifiquement, c'est le genre de petites choses qu'on change un peu. Donc moi, c'est surtout des choses comme ça que j'ai fait, en fait. Ouais, vraiment, il y avait beaucoup il y avait donc c'est de la vérification des faits. Donc moi, comme quand on a une BD avec cette ampleur, il y a énormément de choses. Les Vaudévaux, c'est très très vaste. D'ailleurs, le simple fait que Alexa dise que on n'a pas le même angle de vue sur les Vaudévaux, ça montre que même si c'est quelque chose de très 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 petit, on va dire, dans la discipline générale des sciences du vivant, on arrive quand même à se faire des micro-communautés, et donc nous, on vient pas de la même micro-communauté, Alexa et moi, et donc on n'a pas la même perspective sur les Vaudévaux. Et de fait, ça génère pas mal de discussions en interne sur ces aspects-là. Mais moi, j'avais surtout besoin que quand je faisais une affirmation, j'avais pas à me coltiner les 28 publications pour pouvoir vérifier si un tel a dit ça et que c'est juste et accepté de la communauté scientifique, que je puisse d'une certaine manière confier cette mission à Alexa pour qu'elle fasse ce travail de vérification des faits, et que moi je passe à la page d'après, quoi. Parce que sinon, ça aurait pris 4 ans plutôt que 2, quoi. Et c'était super intéressant d'ailleurs, parce que ça m'a permis à titre personnel, juste purement, de relire des papiers de certaines choses où on se dit, ah mais attends, ça je le prends pour acquis, mais est-ce que c'est vraiment ça? Donc vraiment aller rechercher les publications de spécialistes, donc, et d'essayer de voir si la science qui était à l'intérieur était up-to-date, ou alors qu'il fallait actualiser, est-ce que c'était juste, etc., etc. Donc en tout, tous allers-retours compris entre les illustrateurs, les relecteurs, etc., ça vous a pris 2 ans. Ouais. Ça doit être ça. Ce qui est assez classique, pour une bande dessinée. C'est vraiment un condensé un an, 2 ans, parfois plus. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'on se rend pas toujours compte. C'est quoi de le ça. record de ton développement de BD? Je pense que ça peut être pas mal d'années, ouais. Non, mais oui, ça peut prendre... Et c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte du temps que ça prend de faire une bande dessinée. C'est pas la même chose que de faire un livre où le temps de publication est beaucoup plus rapproché. Oui, parce que c'est un format qui est rapide à lire, mais qui paradoxalement est beaucoup plus chronophage à réaliser. Exactement. Et encore, alors Max, effectivement,
moi, je le trouve plutôt efficace, carrément même. Mais voilà, après il bosse sur palette, je pense. Mais après, avec les gens qui bossent en tradi, ce qu'on appelle en tradi, donc sur papier, voilà, c'est un travail qui est beaucoup plus long. Il y a des dessinateurs ou dessinatrices qui mettent une semaine à faire une planche. Bon, après, pas forcément sur ce genre de dessin, sur de la BD plus classique. Mais voilà. Donc oui, c'est 2 ans, c'est correct. Ok. Oui, donc une semaine à faire une planche, sachant que le livre fait 100 pages, ça veut dire que si ça avait été à ce rythme-là, c'était uniquement le dessin qui aurait pris 2 ans, quoi. Ouais. Non, Max est d'une efficacité assez redoutable. Déjà, mais rien que pour les storyboards, on était déjà dans une qualité assez troublante, quoi. Ok, très bien. Merci pour ces informations sur la création de cette BD en particulier. Juste pour remettre un peu le contexte sur la BD de vulgarisation en général, moi, à titre personnel, dans les librairies, etc., j'ai l'impression que les 10 dernières années, il y a de plus en plus de contenus de vulgarisation qui sont mis en BD. Est-ce que c'est un vrai effet de mode? Est-ce que, voilà, enfin, comment ça a démarré? Enfin, toi qui es éditrice, dans le domaine, tu peux nous en parler peut-être. Il y en a trop. Non, c'est un vrai effet de mode, clairement. Après, d'autant plus quand on va, chacun a un peu sa définition plus ou moins, mais d'autant plus quand on va dans de la BD du réel, donc où on inclut aussi la biographie, je sais pas, le documentaire, le reportage, et qu'on élargit à pas seulement du scientifique. Oui, en ce moment, on ne voit que ça et on voit beaucoup ça, en tout cas. Mais voilà, après, ça ouvre la bande dessinée du réel, elle existe depuis les années 90. Pour de vrai, sauf qu'à l'époque, elle n'a pas vraiment marché, elle intéressait pas beaucoup. Il y a par exemple le journal de Fabrice No qu'on a republié chez Delcourt, et qui est absolument passionnant. Si vous avez l'occasion, lisez-le. Je trouve que c'est une des premières autobiographies contemporaines en bande dessinée, et ça pose plein de questions sur ce que c'est l'autobio en bande dessinée, après sur les problématiques de l'auteur aussi, qui est homosexuel, donc qui raconte son homosexualité dans ces années-là. Et franchement, c'est passionnant. À l'époque, ça a pas trop marché, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, il y a eu, dans les années qui suivent, il y a eu Davodo qui a commencé à avoir du succès, mais Davodo, son premier album, de non-fiction, il a travaillé dessus 6 mois sans avoir d'éditeur. Et il a fini par trouver un éditeur, mais bon, qu'il a un peu accepté sans être trop sûr. Donc la BD, et après, bon, voilà, je vais pas vous faire un historique de la BD de non-fiction ou de où elle apparaît et comment, etc., parce qu'on peut aussi retrouver d'autres exemples plus anciens. Mais grosso modo, à cette époque-là, elle marche pas vraiment. C'est des auteurs qui veulent sortir de justement toute la BD fiction. Voilà, donc il y a des mouvements comme ça, et après, elle se développe vraiment, vraiment beaucoup depuis effectivement quelques années, avec des cas, notamment le récent Blin Jancovici, qui marche extrêmement bien. Voilà, mais ou les algues vertes aussi dans Le Blin Jancovici, c'est peut-être vous l'avez entendu, c'est le monde de demain, c'est ça? C'est un monde sans fin. Un monde sans fin. Mais bon, c'est voilà, ça passe mal pas. Un monde de peut-être demain. Voilà, c'est ça. Voilà, et après ça a ouvert le public, s'est ouvert. Il y a un public qui est, on voit déjà de la bande dessinée beaucoup plus chez les généralistes, chez les libraires généralistes, pas que chez les SPBD. Donc ça, c'est chouette. Il y a un public sur la vulgarisation, la non-fiction, qui est plus féminin aussi, du coup, qui reste assez CSP+, si vous voulez un profil type, voilà, des lecteurs de bande dessinée. Donc oui, ça ouvre, et en tout cas, oui, c'est la mode, et tous les éditeurs en publie pas mal. On va peut-être revenir sur l'audience cible justement de ce genre de format, mais
tu voulais poser une question, Joanne? Oui, aussi, tu disais, il y a eu aussi, il y a de la presse aussi qui est apparue en BD, je sais pas, la revue 21. Alors, il y a 21, et puis il y a eu, effectivement, il y a eu la revue dessinée qui là-dessus a été assez, innovante et a eu un vrai succès, avec derrière, effectivement, il y a la BD-Tech des Savoirs au Lombard aussi. Il y a une nouvelle collection là chez Dargaud, Matin, qui est partie en fait d'un compte Instagram, mais qui est de la vulgarisation scientifique au sens large. Voilà, ils ont publié des livres ensuite. Il y a pas mal de collections. Il y a eu Sociorama qui n'a pas duré. Mais voilà, après, effectivement, dans la veine de la revue dessinée, il y a eu pas mal de choses aussi et de collections qui sont créées. Voilà. Et qui montrent, oui, un vrai intérêt, du coup, quand même, du public pour ces sujets-là. Et donc, toi, tu es éditrice spécifiquement pour une collection, si j'ai bien compris. Hein, pas que, mais oui. C'est la collection Octopus, qui est pas une édition, mais une collection. Ouais, c'est une collection. Et c'est aux éditions Delcourt, si j'ai bien tout suivi. C'est tout à fait ça. Et donc, tu l'évoquais rapidement tout à l'heure avec Boulet, etc. Mais est-ce que tu peux juste nous remettre le contexte de la création de cette collection? Bien sûr, elle a été créée en 2017, si je ne dis pas de bêtises, par Marion Amir-Gagnan, donc qui est éditrice BD, et Boulet. Et donc je l'ai repris quand je suis arrivée, un peu après être arrivée chez Delcourt, quand Marion est partie, et puis finalement Boulet, on a commencé à bosser ensemble, il m'a dit bon en fait j'arrête. J'ai dit oh non. Et donc voilà, donc je continue effectivement à m'occuper de la collection seule, et après je reste j'essaye en tout cas le plus possible, parce que de rester dans la ligne de ce qu'ils avaient créé, c'est-à-dire de faire de la vulgarisation scientifique assez pointu malgré tout, donc avec un public, je sais pas si on y reviendra un peu après, mais public plutôt adulte, avec des jeunes dessinateurs, et l'idée en ayant ce fil narratif fictionnel. En fait, ils voulaient pas, et je ne veux pas non plus, être dans le didactisme pur, qui peut être un peu sec et un peu pénible parfois à lire, et donc avoir justement cette porte d'entrée fictionnelle pour amener les gens dans un sujet progressivement. Voilà, et ça c'est quelque chose que je continue à défendre vraiment beaucoup, et sur lequel j'insiste avec les auteurs, parce que ça me paraît super important, et que j'ai pas envie de faire un livre illustré voilà, il y en a sur n'importe quelle thématique d'ailleurs, et les sujets sont assez larges. Donc on passe de la philo à l'astronomie, à la mode, à la bio, voilà, tous les sujets sont Est-ce que avec cette collection et cette édition spécifique, vous aviez vraiment une audience cible en tête, et est-ce que ça marche actuellement? Enfin, est-ce que vos statistiques vous disent que c'est bien les personnes que vous cibliez qui non, j'ai pas fait d'études marketing récentes. Mais non, globalement, on est plutôt sur du public adulte. Pour certaines, alors je sais que Balade en philosophie, par exemple, il s'est très bien vendu pour le bac. Voilà, ça a bien marché. Plutôt éventuellement jeunes adultes quand même, mais on n'est pas dans un public jeunesse, même si j'imagine que ça peut servir, certaines choses peuvent servir à des adultes à expliquer aux enfants, ou à montrer, en tout cas je ne sais pas très bien, mais plutôt public adulte, ouais. Parce qu'en parlant de choses à montrer, quand j'ai lu le livre, j'ai un peu bloqué pendant 10 minutes, bêtement, sur l'illustration finale, parce que c'est vraiment une magnifique page, illustration double page du développement embryonnaire, et en fait, il y a tout, et je me suis demandé pourquoi j'ai pas eu ça en cours de biologie du développement. C'était vachement plus joli que les schémas qu'on avait. Parce que ça a pris 2 semaines à faire. Voilà, c'est pas... Moi, je l'ai toujours pas comprise. Elle est absolument magnifique. Oui, elle est magnifique. Non, mais c'est magnifique, c'est beau, c'est aussi assez explicatif et assez résumé de tout ce qui se passe dans la BD, donc c'est vraiment une bonne synthèse, et ça pourrait servir à tous les profs de biologie de la planète en vrai, hein. Donc c'est vrai, c'est clair, il y a tout. Et est-ce que du coup ce livre-là, Pierre, est-ce que ton objectif c'était de le cibler aussi pour des enseignants ou des profs de bio? Non, je visais pas un public en particulier. Vraiment, quand au début de l'entretien là, on parlait de contraintes.
moi, c'est ça qui me focalise, vraiment, c'est ça qui fait ma voix. Donc là, pour moi, c'était achever l'histoire de manière exemplaire. Et donc là, elles célèbrent leur victoire. Bon, spoiler, hein, désolé. Mais Ulysse va naître. Et j'ai voulu véritablement retrouver dans une illustration l'explication la plus complète possible de l'aventure qu'on venait de traverser. Et à vrai dire, il y a une illustration qui a initié pour moi mon enthousiasme, on va dire, pour voir le développement, l'embryogénèse humaine. C'est Eleonore Lutz qui fait de magnifiques illustrations en GIF animé, et dans lequel, quelque chose que j'utilisais en ressources pour mes cours en embryogénèse, etc., on voit une sorte de spirale dans lequel on peut suivre toutes les étapes en GIF animé du développement d'un embryon humain, de la première cellule, le zygote, jusqu'à la parturition, la naissance de l'enfant. Et on voit toutes les petites étapes comme ça qui se suivent à la suite des autres. Et moi, je me disais, ce qui manque ici, c'est une perspective évolutive. Et donc, j'avais vraiment, moi, en tête, j'avais 2 fantasmes. Il y en a un que j'ai pu faire, c'est cette double page, et un autre que j'ai pas pu faire, mais que je voulais vraiment faire. Et en plus, à chaque fois que j'ai un livre, je sais pas pourquoi, mais ça m'obsède, j'aurais voulu faire un flipbook du développement de l'embryogénèse d'un humain, comme ça, en prenant toutes les pages du livre, on aurait pu suivre comme ça en flipbook le développement d'un embryon. Bon, ça s'est pas fait parce que c'est pas pratique. Est-ce que tu peux expliquer juste oralement le concept du flipbook, parce Bien que sûr. en mimant le geste, c'est clair. Mais... Le flipbook, c'est que peut-être des trucs qu'on a fait quand on était tous gamins, on prend un cahier, on écrit sur le bord du cahier, et ensuite, en pressant son pouce sur le cahier, on fait défiler une image, et c'est vraiment la genèse du dessin animé. C'est comme ça qu'est né Mickey Mouse, etc. C'est vraiment en faisant plein de dessins à la suite des autres, on a une image animée. Et moi, j'aurais voulu qu'on voit sur toutes les pages à droite ou à gauche de ce livre, on suive le développement de l'embryogénèse humaine. Ce n'est pas possible. Qu'à cela ne tienne, on l'a représenté de manière figée, mais aussi avec cette spirale, tout en y apposant des notions évolutives, et notamment les notions de relation de parenté entre tous les organismes vivants. Et donc on peut voir, en suivant cette fresque, donc cette dernière double page, ce qu'on a hérité, que ce soit la capacité à se diviser avec des mitoses particulières, l'acquisition d'un amnios, l'acquisition de membres pour pouvoir se déplacer, et on peut voir ça sur le développement. Donc pour moi, c'était très très important, et c'était plus pour satisfaire justement cette envie de tout résumer que en ayant un public cible. Oui, et je pense que Pierre, tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord, mais moi je pense que la biologie du développement, et ça il y a beaucoup de biologistes du développement qui le disent, une des premières choses qui nous a amené à ça, c'est que c'est beau aussi. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, regarder un organisme qui se développe. Moi, je me rappelle dans des stages de prépa grec à Roscoff que j'avais fait, où on voyait le développement de l'oursin, donc des divisions, etc., du départ jusqu'à la fin. C'est vraiment beau, et aussi on a tendance à oublier que même dans l'histoire de l'Evo-Devo, donc qui remonte à Haeckel et aux anciens embryologistes du 19e siècle, il dessinait des planches absolument magnifiques d'organismes et de choses comme ça, et c'est vraiment une science qui part de l'observation, de ces beaux dessins, etc. Et donc avoir une planche finale, je trouve, aussi belle que ça rend hommage en fait à finalement ces premiers Evo-Devoistes, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais qui dessinaient, qui essayaient de comprendre, de comparer les organismes, de comprendre le développement, etc., etc. Ça passe par ces visuels-là qui sont esthétiquement très beaux. Et après, il y a une autre chose que j'ai bien aimée dans le livre, et là encore, je sais pas si c'était volontaire, mais quand on fait de l'Evo-Devo, on remonte dans le temps. Et donc, toute l'histoire des moires bon, on va pas spoiler, mais qui vont dans des galeries, qui vont remonter chercher les fils du destin. Il y a cette petite partie aventure, essayer de comprendre ce qui se passe dans le passé avec ces grottes qui sont absolument immenses. Je trouve que ça remet bien dans l'état d'esprit dans lequel on est aussi quand on fait de l'Evo-Devo un peu. D'essayer de comprendre ce qui se passe à travers l'observation,
remonter dans le passé, etc. Tout à fait. Ça marche hyper bien. Et pour rester sur les illustrations, moi, je me posais la question pour moi, mais peut-être que ça peut intéresser les auditeurs. Est-ce qu'on pourra avoir ces illustrations formidables en poster, accrochées dans nos chambres, à diffuser dans les écoles? Alors, c'est un scoop parce que je suis pas au courant, donc. Non, mais on pourra. Oui. On l'a fait en fait pour l'esprit critique, où il y avait une double page sur la méthode scientifique, qui était assez chouette aussi. Et c'est vrai que les autrices nous ont demandé si on pouvait la mettre en téléchargement. Pour les profs justement, et donc là on pourra faire la même chose. On fera un message spécial sur Podcast Science quand ce sera disponible. Très bien. Alors du coup on s'approche tout doucement de la fin de l'émission, mais on n'y est pas encore, hein. Je sais pas s'il y a des gens dans l'équipe qui veulent réagir. Du coup, je réalise qu'Alix est l'éditrice d'un tiers de ma bibliothèque de BD, en fait. J'avais pas forcément fait tous les liens encore ensemble. L'esprit critique. Ah, mais j'ai aussi l'esprit critique chez moi. Ah, oui. C'est bien ça. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question quand même sur la colorimétrie. Ouais. Donc, comme l'illustrateur n'est pas là, j'imagine que c'est un peu plus compliqué, mais peut-être vous avez des éléments de réponse. Pour le coup, la colorimétrie est assez particulière, c'est vrai, dans la BD. C'est des couleurs qui sont parfois chaudes, parfois froides, qui sont assez vives, mélangées. Ça change un peu de style. Est-ce que c'est volontaire? Oui. Vraiment, et là, je suis content que ça a été remarqué. En effet, là, au début de la BD, on est dans des couleurs froides et ça va progressivement se réchauffer et devenir à la fin vraiment des couleurs très très chaudes, rouges, etc. Et ça, j'étais vraiment bien content qu'avec Max, on ait cette idée hyper rapidement dans le développement de la BD. On voulait vraiment que chaque chapitre ait son identité, puisque chaque chapitre parle d'une étape particulière du développement embryonnaire. Donc, ça permet d'avoir une identité, un chapitre, ça convient. Mais aussi, il y a un sentiment d'urgence qui va... là, encore une fois, il ne faut pas trop spoiler, mais dans l'histoire, il y a une catastrophe et le temps vient à manquer très très rapidement aux moires pour pouvoir finir leur mission. Et les couleurs chaudes expriment aussi vraiment l'urgence de trouver une solution, tout en évoquant des processus embryonnaires dans lesquels il y a le développement du sang, il y a le développement du cœur, etc. Donc moi j'étais assez content justement qu'on parte des choses les plus froides, tout en évoquant aussi le fait qu'on remonte aussi beaucoup plus profondément dans le temps, au début de la BD. On va très très loin dans le temps, et pour moi ça m'évoque tout de suite des choses froides, parce qu'on va des centaines de millions d'années, et on se rapproche et malheureusement aussi de températures qui deviennent de plus en plus importantes à l'heure actuelle, donc ça permettait aussi d'évoquer ça, des catastrophes peut-être à venir. C'est beau ces messages en filigrane, mais alors si les gens ne devaient retenir qu'une seule chose de cette BD, pour toi ce serait quoi? J'étais là. J'étais là, elle est bien, très bien. Non, vraiment, il y a un message que je mets un petit peu partout, mais c'est rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Et c'est vraiment l'aspect, c'est que même le développement embryonnaire, donc c'est une citation, hein, c'est pas de moi, c'est Théodosius Dobzhansky qui a dit ça, et c'est même le développement embryonnaire, même quand on voit l'acte qu'on a tous traversé en tant qu'être humain au début de notre vie, ça a un sens si on s'y intéresse d'un point de vue évolutionnaire. Et ce n'était même pas la citation de l'émission, parce que j'en avais préparé une au cas où t'en avais pas. J'en avais pas, bien entendu. Mais il y a plusieurs questions encore dans la chatroom. On nous demande s'il y a un projet de manga, est-ce qu'il y a un projet de film ou de dessin animé, vu que tu disais que tu aimais le scénario. Non, mais Léa, c'est quoi mon prochain projet éditorial? Je ne sais pas, tu peux... Comment ça, je ne sais pas? Tu peux peut-être en parler. Eh bien oui, spoiler, je travaille avec Léa sur un prochain projet éditorial et nous allons parler de domestication ensemble, donc domestication animale et domestication végétale. C'est bien parce qu'on peut placer de la promo. Bien sûr, attends. C'est pas écrit, hein. Mais il y a aussi Alan dans la chatroom qui nous demande de raconter un peu comment tu t'y es pris pour la rédaction. Et moi, j'avais aussi une autre question un peu de fond, mais c'est comment tu fais pour concilier ce travail énorme de production d'objets, de vulgarisation à côté de ton travail d'enseignant-chercheur quand même. Et pourquoi c'est si important pour toi?
Pour le projet de rédaction, essentiellement, moi, je le travaille dans mes temps libres. Et donc, pour répondre à comment j'y arrive, j'ai pas d'enfant, je dors pas beaucoup. Et c'est mon hobby principal, la Et son vulgarisation. chat ne mange pas tous les jours. si, attends. Non, voilà, c'est vraiment, c'est ma passion. Je ne fais pratiquement que ça. Je fais pas de sport, je fais pas de... Voilà, donc c'est vraiment ça mon temps libre. T'es focus sur tes... Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, la vulgarisation scientifique, c'est ça qui est peut-être un peu plus compliqué à faire quand on est enseignant-chercheur, c'est qu'on est censé avoir 2 casquettes, alors qu'on a 3 missions, parce que la vulgarisation scientifique fait partie des missions des enseignants-chercheurs. Et bien entendu, si on a 2 casquettes et 3 missions, il y a nécessairement des moments où ça grignote l'un et pas l'autre. Et moi, pour moi, c'est vrai que je fais un peu moins de recherche que la plupart de mes collègues enseignants-chercheurs. Donc, c'est ça aussi le secret. C'est qu'on peut pas tout faire. Très bien. À tous les chercheurs qui écoutent ce podcast rétrospectivement, rappelez-vous de cette mission importante qui est la vulgarisation scientifique. Alexa, tu voulais réagir ? Non, je disais même que, en fait, enseignant-chercheur, de ce que j'entends de tous mes amis qui le sont et même de ce que je vois de tout le monde qui l'est, même déjà rien que faire enseignement et recherche, c'est déjà, vu la charge d'enseignement en France, c'est déjà beaucoup. Donc, chapeau. Alors, il y a aussi des auditeurs qui nous demandent si un jour ils pourront se faire dédicacer la BD et notamment à notre événement Radio Dessinée. Peut-être que Claire, Pierre, vous pouvez dire un mot de cet événement qui aura lieu en novembre. Moi, je peux pas répondre pour Pierre s'il peut dédicacer sa BD à la Radio Dessinée. Je peux, mais J'allais présente-nous lui donc demander. cette magnifique radio dessinée que tu nous prépares. C'est moi qui présente la Radio Dessinée. Bon, Si prenez tu veux, des hein, mais- billets. Pour le 23 novembre à Paris, on va faire une émission Radio Dessinée. On n'en a pas fait depuis fort longtemps. Donc ça va être chouette. Ce sera à l'occasion du décrochage de l'expo Biodiversité organisée par l'université d'un certain Pierre Kerner. C'est vrai. Mais ce mec est partout. C'est incroyable. Donc voilà, je crois que l'expo Biodiversité commence à partir du 2 novembre. 2 novembre maintenant. À partir du 2 novembre, donc vous pourrez venir la visiter si vous êtes sur Paris. L'idée, c'est qu'on finira avec une émission Radio Dessinée. On aura 3 ou 4 gros suspense dessinateurs, donc qui viendront faire des dessins en direct. Est-ce que tu veux parler un petit peu plus du thème de l'expo Biodiversité ? J'en ai parlé un petit peu dans la chatroom, mais je te laisse la parole. très très rapidement, donc cette exposition, elle a pour origine un défi qui a eu lieu en avril-mai dernier, et dans lequel on invitait les participants à prendre leur smartphone et utiliser une application qui s'appelle iNaturalist pour pouvoir prendre des photos d'insectes, de plantes, de champignons, etc. et de les identifier. Et parmi les utilisateurs, il y avait des photographes chevronnés. Et on a mis en valorisation leurs fantastiques clichés et enregistrements audio pour réaliser une exposition pour montrer ce qui s'était passé dans ces 3 jours d'inventaire de la faune et la flore d'Île-de-France. Et c'est vraiment sublime, nous on est contents, il y a des étudiants à nous qui ont fait, des collègues qui ont apporté leurs photos, c'est tout un public, c'est ça qui est génial, comme on parle de sciences participatives, il y a des retraités, il y a des chercheurs, etc. qui participent ensemble, et ça a donné une exposition qui est du coup participative, avec vraiment la mise en valeur de cette biodiversité urbaine, voilà. J'avais juste une question pour toi, Alix, puisqu'on a fait de l'autopromo podcast, mais Oui. est-ce que tu as des choses, des annonces à faire ou des événements à faire passer pour les éditions ? Je vais pas vous donner tous les titres que j'ai l'année prochaine. Tu peux, hein. Non, je ne vais pas vous faire ça. Non, pas spécialement. Un prochain Octopus sera sur les cétacés, si vous voulez tout savoir. Oh. Voilà. Non, et sinon, beaucoup de belles publications à venir. Donc suivez les éditions Octopus. Et racheter un meuble bibliothèque quand ça ne rentre Exactement plus chez ça. Il y a encore une question de la chatroom qui demande, Pierre, s'il y a un focus spécial sur la recherche que tu mènes dans la BD. Alors, pas actuellement sur ma recherche que je fais depuis 4 ans, mais en filigrane, il y a toute ma thèse. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'origine du système nerveux à l'échelle des animaux.
Et je peux annoncer que j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai fait une affirmation dans la BD qui probablement sera disputée par l'ensemble de la communauté scientifique. Mais Suspense de fou. non, mais c'est vraiment, c'est pas, moi en tout cas ça m'a passionné. Mais oui, il y a énormément de ma propre thèse et donc de mon propre travail que je continue d'enseigner même si je ne le pratique plus. Donc oui, il y a des détails de mon propre travail dedans. Ouais. On fera un épisode 2 pour savoir quelle est la réception de l'œuvre dans la communauté de l'Evo-Devo. Ah, mais moi, j'ai fait ma thèse sur ce sujet. À la fin de ma thèse, je pensais que l'affaire était pliée et que c'est bon, on avait la réponse sur l'origine du système nerveux chez les animaux. Et en fait... Je pensais avoir... Allez vous coucher les autres, j'ai trouvé. Non. Je pensais avoir contribué, mais il y a ma pierre et un édifice et c'était vraiment genre, ça y est, c'est bon, la pyramide est faite. Et depuis, il y a quelqu'un qui a pris une pierre en bas de la pyramide et fait non, ça ne marche pas. Et donc tout s'est écroulé. Et on ne sait toujours pas exactement à quoi ressemblait le système nerveux du premier animal. Donc c'est encore la question est ouverte et je pense pas qu'on l'aura d'ici 10 ans, même si on a fait d'énormes progrès. Ouais. Je pense pas non plus, très sincèrement. Les chercheurs vont encore chercher, c'est ça ? Oui, mais ça reste passionnant parce que c'est plus les mêmes outils qu'à mon époque. Donc, on utilise des choses qui n'existaient pas à l'époque où je faisais ma thèse. Donc, on se dit, du coup, ça va être beaucoup plus simple. Eh bien non, parce que le vivant, c'est vraiment bien moqué de notre gueule avec cette histoire du système nerveux. Et c'est vraiment très très dur d'avoir une réponse définitive, quoi. Mais c'est rassurant puisque dans la saison 27 de Podcast Science, on pourra refaire un épisode sur l'Evo-Devo. Probablement. Pourquoi pas. Non, je pense en plus ça fait partie des épisodes. Et Pierre sera un vieux barbu grincheux. C'est ça. Moi je sais. Qui dira je l'ai toujours su. Il dira encore à mon époque, mais ça sera plus. Très bonne question, Léa. D'ailleurs, j'avais fait ma thèse dessus. Non, mais ça, c'est d'actualité. En parlant de saison 27, pour qu'on arrive jusque-là, si jamais vous avez, vous, auditeurs, une contribution à proposer à Podcast Science ou que vous souhaitez nous aider, écrivez-nous. Hein, on aime toujours les emails à podcastscience@gmail.com si vous voulez. Ou les réseaux sociaux. Ou les réseaux sociaux, voilà. Nous sommes sur Instagram, Facebook, Twitter... Très bien, nous arrivons donc à la citation de l'émission. Donc Pierre en a proposé une, mais j'en avais préparé une aussi. Et en la cherchant pour l'émission, je suis tombée sur une phrase qui est attribuée à Jiro Taniguchi, que j'aime beaucoup. C'est un auteur de manga japonais qui est considéré comme un maître en la matière, je pense, il n'y a pas de débat là-dessus. Et qui dit ceci sur la BD, il y a peu de bandes dessinées qui se ressemblent, c'est à chaque fois un travail propre à un auteur. Et en fait, c'est pas une phrase super philosophique, mais j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que pour le coup, en lisant cette BD-là, l'Odyssée évolutive, j'ai eu la sensation de quelque chose de vraiment original, inédit. C'est du Pierre Kerner, du Max Andon, c'est assez unique et ça se trouve pas ailleurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir au moins dans une librairie à quoi ça ressemble, même si vous ne l'achetez pas. Mais comment ça Achetez-le, comme dit. On peut rentrer dans une librairie sans acheter des trucs. Je pense pas, c'est pas légal. En plus, ce n'est pas très grand. Pour tous ceux qui ont peur de remplir leur bibliothèque d'un coup, c'est assez fin, donc ça se met assez facilement dans n'importe quelle bibliothèque. Voilà, ça se cale, on trouve toujours de la place. Eh bien, merci Pierre, Alix, de nous avoir présenté ensemble la grande aventure de cette Odyssée évolutive en BD. Si vous ne deviez en acheter qu'une cette année, vraiment foncez les yeux fermés parce que c'est d'excellente qualité. Merci à l'équipe qui était là ce soir autour de la table ronde. Merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute assidue de Podcast Science. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, que servir la science soit votre joie.